Au IIe siècle, la Gaule gallo-romaine connaît une période de prospérité exceptionnelle. Intégrée depuis plus d'un siècle à l'Empire romain, elle bénéficie d'une stabilité politique et militaire durable. Les grandes guerres de conquête sont terminées, les frontières sont globalement sécurisées et l'État impérial impose l'ordre. Cette paix favorise le développement économique et social. La Gaule n'est plus une terre dominée par la force, mais un territoire pleinement romain, administré, organisé et productif. L'économie repose avant tout sur une agriculture performante. Les campagnes sont largement mises en valeur. Les terres sont défrichées, cultivées de manière rationnelle et les rendements augmentent. Les surplus agricoles alimentent les villes et soutiennent un commerce actif. Ce dynamisme est rendu possible par un vaste réseau de routes pavées entretenues par l'administration romaine. Ces routes relient les villes entre elles, relient la Gaule à l'Italie, à l'Espagne et aux provinces du Nord et permettent la circulation rapide des marchandises, des soldats, des fonctionnaires et des informations. Grâce à ces infrastructures, la Gaule est pleinement intégrée aux grands circuits économiques de l'Empire. Les villes se développent fortement. Des cités comme Nîmes ou Lugdunum, capitale des Gaules depuis -27, adoptent le modèle urbain romain. Les centres-villes s'organisent autour de grands monuments publics. Les arènes accueillent spectacles et combats, les théâtres sont des lieux de culture et de rassemblement, et les thermes occupent une place centrale dans la vie quotidienne. On s'y lave, on s'y détend, on y discute. Les rues commerçantes concentrent l'activité économique, tandis que de grandes demeures appartenant aux élites s'étendent à la périphérie, souvent entourées de jardins et richement décorées de mosaïques. Cette prospérité masque toutefois de profondes inégalités. La société gallo-romaine est très hiérarchisée. Une minorité de riches propriétaires, de notables et de hauts fonctionnaires concentre les richesses, les terres et les charges publiques. À l'inverse, une grande partie de la population vit modestement, dans des logements étroits, parfois insalubres, et dépend de travaux pénibles. Vers 220, cette division sociale est renforcée par la loi. Les distinctions économiques deviennent aussi des distinctions juridiques. Tous les habitants de l'Empire ne disposent plus des mêmes droits. Les modes de vie évoluent également. Sous l'influence romaine, les pratiques alimentaires changent. Les élites adoptent les banquets à la romaine, marqués par l'abondance, la variété des plats et la mise en scène sociale. Le repas devient un moyen d'affirmer son statut. Le peuple conserve une alimentation plus simple, fondée sur les céréales et les produits locaux. La romanisation imprègne désormais le quotidien, dans l'habitat, les gestes, les loisirs et les formes de sociabilité. Cette prospérité reste néanmoins fragile. En 92, l'empereur Domitien ordonne l'arrachage d'une grande partie du vignoble gaulois. Cette décision vise à limiter une production jugée excessive, qui concurrence directement le vin italien et à préserver les terres nécessaires à la culture du blé. Pour de nombreuses régions, cette mesure provoque un choc économique. Elle rappelle que la Gaule, malgré son intégration, reste soumise aux décisions prises à Rome. Les tensions sont aussi religieuses. En 177, la ville de Lyon devient le théâtre des premières grandes persécutions contre les chrétiens en Gaule. Accusés de refuser les cultes traditionnels, de rejeter le culte impérial et de menacer l'ordre public, les chrétiens sont arrêtés, emprisonnés et livrés à la violence de la foule dans l'amphithéâtre. Parmi eux, la jeune Blandine subit le martyre. Ces persécutions marquent durablement les esprits. Loin de faire disparaître le christianisme, elles renforcent la cohésion de la communauté chrétienne et contribuent à sa diffusion. En 247, Rome célèbre le millénaire de sa fondation. Dans tout l'Empire, des cérémonies grandioses exaltent la grandeur et la longévité de Rome. Pourtant, cette mise en scène masque une fragilisation croissante. À partir de 270, la Gaule entre dans une période de crise profonde. L'insécurité progresse, les frontières sont menacées et l'autorité impériale s'affaiblit.
Les empereurs se succèdent rapidement, souvent imposés par l'armée. L'économie se désorganise, la monnaie se déprécie, l'inflation s'installe et les échanges commerciaux diminuent. Les routes, autrefois symboles de prospérité et d'unité, deviennent parfois dangereuses. Les populations se replient localement. Dès 312, l'empereur Constantin se rapproche du christianisme. Sa conversion est progressive et d'abord privée. Elle n'est pas immédiatement proclamée publiquement, mais elle influence durablement ses décisions. Travers Constantin, le pouvoir impérial commence à s'appuyer sur le christianisme comme un facteur d'unité et de stabilité. Un tournant majeur intervient en 313 avec l'édit de Milan. Le christianisme est désormais autorisé par les empereurs Constantin et Licinius. Les persécutions cessent officiellement et la nouvelle religion peut se développer au grand jour. Cette reconnaissance transforme progressivement la société impériale. Le christianisme ne concerne plus seulement des groupes marginaux, il devient un élément central de la vie sociale et politique. En 349, la législation romaine commence à s'adapter aux principes chrétiens. Les mœurs évoluent, certaines pratiques sont condamnées et l'État s'appuie de plus en plus sur la religion pour encadrer la population. Le pouvoir impérial cherche désormais à maintenir l'ordre autant par la loi que par la morale. La christianisation gagne aussi les campagnes. En 371, Martin de Tours joue un rôle majeur dans l'évangélisation du monde rural. Son action permet de diffuser le christianisme dans des régions encore attachées aux anciennes croyances. Peu à peu, le paysage religieux de la Gaule se transforme en profondeur. En 395, l'Empire romain est définitivement divisé en deux. Cette division est la conséquence directe de l'immensité de l'Empire et de l'impossibilité croissante de le gouverner depuis un centre unique. À la mort de l'empereur Théodose, l'Empire est partagé entre ses deux fils. L'Empire d'Orient, plus riche et mieux défendu, conserve des structures solides. L'Empire d'Occident, auquel appartient la Gaule, est en revanche beaucoup plus fragile. À partir de ce moment, l'Empire occidental dispose de moins de ressources financières, d'une armée réduite et d'une administration affaiblie. Les impôts sont plus difficiles à lever, les fonctionnaires moins nombreux et les moyens militaires insuffisants pour défendre efficacement les frontières. Les provinces occidentales doivent de plus en plus assurer elles-mêmes leur défense. L'autorité de Rome recule concrètement sur le terrain. En 406, plusieurs peuples germaniques franchissent les frontières de l'Empire et pénètrent en Gaule. Ces mouvements ne sont pas toujours des invasions violentes immédiates, mais aussi des installations progressives. L'autorité romaine subsiste localement, mais elle n'est plus en mesure de contrôler l'ensemble du territoire. La Gaule entre dans une phase de recomposition politique. Au milieu du IVe siècle, une nouvelle menace surgit avec l'avancée des Huns menée par Attila. Leur progression provoque la peur et la désorganisation. Face à ce danger, un appel à la résistance se diffuse. À Paris, Geneviève exhorte la population à ne pas fuir et à garder confiance. Son rôle moral contribue à maintenir la cohésion de la cité. En 447, l'avancée des Huns est stoppée. La défaite d'Attila marque un tournant décisif. La Gaule échappe à une domination unique durable, mais sort profondément marquée par ces années de violence et de tension. Le point de rupture intervient le 4 septembre 476 à Ravenne. Le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustulus, âgé d'environ 15 ans, est déposé. Il ne gouvernait déjà plus réellement. Le pouvoir effectif était dans les mains de chefs militaires barbares. Odoacre, chef des Hérules, prend le contrôle de l'armée et renverse l'empereur sans résistance. L'armée l'acclame comme roi. Odoacre choisit de ne pas se faire proclamer empereur. Pour marquer la fin d'une époque, il envoie les insignes impériales à Zénon, empereur de l'Empire romain d'Orient. Ce geste signifie qu'il n'y a plus d'empereur en Occident. Les royaumes barbares peuvent désormais gouverner sans autorité impériale romaine. La chute de l'Empire romain d'Occident n'est pas un effondrement brutal, mais l'aboutissement d'un long processus de délitement. L'État romain n'est plus capable d'assurer la défense, la fiscalité et l'administration. On considère traditionnellement que cet événement marque la fin de l'Antiquité et le début du Haut Moyen Âge. Dès avant cette date, un nouveau pouvoir s'affirme en Gaule. Vers 466, naît Clovis, fils de Childéric Ier, roi des Francs installés en Gaule-Belgique. Les Francs ne détruisent pas immédiatement l'héritage romain. Ils s'appuient sur les villes, les routes et certaines institutions existantes qu'ils adaptent progressivement. Avec l'émergence des premiers Mérovingiens, la Gaule romaine disparaît lentement. Un nouveau monde se met en place
héritier à la fois de Rome et des peuples germaniques, ouvrant une nouvelle période de l'histoire.